Cela ressemble à un paysage d'estampes chinoises. À l'orée de l'Himalaya, tout près du Tibet, une région encore peu connue, intemporelle, à 3000 mètres d'altitude. Sur les rives du Lougou, l'un des plus grands lacs d'Asie, vit un peuple d'anciens nomades, les Mosuo, une minorité ethnique unique au monde. Les Mosuo sont une des dernières sociétés matriarcales de la planète. Ici, le pouvoir n'appartient pas aux hommes. En Chine, on surnomme d'ailleurs cet endroit le royaume des femmes. Chin a 30 ans. Cette jeune femme Mosuo se promène en barque sur le lac Lougou avec Apo, son copain du moment. Apo n'est pas l'époux de Chin, car les Mosuo ne se marient pas. Alors que dans le reste du pays, le concubinage est mal vu, ici l'amour libre et la liberté sexuelle sont la norme. Ce sont les femmes qui choisissent les hommes qui partagent leur nuit. Elles répudient leurs amants à leur gré. Chez les Mosuo, on ne s'épouse pas. On pratique ce qu'on appelle le mariage ambulant. Les femmes n'ont pas de lien avec leur amoureux, même pas financier. Ici, on dit que l'amour, c'est comme les saisons. Ça vient, puis ça passe. Ça peut choquer, mais c'est notre tradition. Les femmes ont toujours le dernier mot. Chin n'est pas vraiment polygame. En général, les Mosuo ne mènent pas plusieurs liaisons de front, mais leurs aventures sentimentales se succèdent. La jeune femme n'habite pas avec Apo, son partenaire actuel. Elle n'a d'ailleurs jamais vécu en couple avec aucun de ses amants. Chez les Mosuo, le chef de famille n'est pas un homme, mais une grand-mère. Je vais vous présenter la chef de notre clan. Oh, de la visite! Entrez! Je viens de finir de balayer. La chef, on l'appelle notre ama. Cette grand-mère, c'est la colonne vertébrale de la maison. On la considère comme une sage. Toute la journée, elle prie avec un chapelet et un moulin à prière pour que notre lignée soit protégée. Chin porte toujours les vêtements traditionnels qui caractérisent son ethnie. Petite leçon de mode, façon Mosuo. Ça, c'est notre cape traditionnelle. Elle est découpée dans la peau d'un mouton bien laineux. En hiver, ça nous réchauffe. Et en été, ça nous protège de l'humidité. Entrez, entrez. Et voici la pièce la plus importante de sa maison. On l'appelle la chambre de la grand-mère. C'est ici que brûle le foyer et que dort l'ama. Le fils de Chin a 12 ans. Elle l'a conçu avec Apo, le rameur de la barque. Mais le petit garçon n'a jamais été élevé par son géniteur. La notion de père biologique n'existe pas plus que celle de mari. Les hommes n'ont pas d'autorité parentale. Les femmes transmettent le nom de famille. Ici, on dit que la mère possède la graine. L'homme n'est que l'arrosoir. Les Mosuo ont la télévision. Ils savent donc que leur façon de vivre est atypique. Le mariage classique, je sais ce que c'est, mais je trouve ça curieux. La fidélité, je n'y crois pas. Moi, je préfère le mariage ambulant. On s'aime sans contrainte et surtout sans conflit. Ni sur les comptes, ni sur la tenue de la maison, ni sur l'éducation des enfants. Le royaume des femmes, mais peut-être aussi le paradis des hommes. Car ici, les femmes détiennent le pouvoir domestique, mais elles accomplissent aussi les tâches les plus rudes. Tandis que cette vieille dame effectue des travaux de maçonnerie, son compagnon attend tranquillement, en fumant à côté de la brouette. Chez nous, ce sont toujours les femmes qui travaillent. Nous, les hommes, pendant la journée, on fait du bateau, on mange, on s'amuse aussi, et on se repose. Le vieil homme nous emmène vers sa maison. La chef, c'est ma mère. La voici, elle a 84 ans. Moi, je suis son fils aîné. Lama trône au milieu de la cour. Et votre père, c'est qui? Je n'ai jamais su. Il faut demander à ma mère.
Et elle le sait? Oui, sans doute. Mais elle ne l'a jamais dit à personne. Ah maman, t'as jamais dit qui était mon père? Des traditions aux origines mystérieuses, mais très anciennes. Le pays Mosuo est longtemps resté isolé, coupé du monde. Les hommes, souvent absents, sillonnaient les montagnes avec des caravanes muletières pour faire du commerce. C'est ainsi que les femmes auraient pris le pouvoir. Joseph Rock, l'anthropologue britannique qui a découvert les Mosuo en 1924, avait surnommé la région « le pays où les femmes sont reines ». Elle comprend aujourd'hui 30 000 personnes, réparties dans une soixantaine de villages. Et c'est dans les bourgs les plus reculés que les traditions restent les plus vivaces. Nous prenons la direction de Lijiazue, un bourg inaccessible en hiver lorsqu'il neige, car pour y aller, il n'y a pas de route. Vous êtes bloqué? Ça va? Juste une piste en terre, truffée de nids de poules, et plusieurs rivières à franchir. 7 heures de voyage harassant. Nous arrivons enfin dans un hameau d'une trentaine de chalets, en rondins de bois et boue séchée. Chacune de ces fermes appartient à un clan féminin. Partout, des champs de cannabis. Mais les Mosuo ne le fument pas. Ils travaillent le chanvre pour confectionner leurs vêtements. Là, je tisse une écharpe. Venez par ici. Ici, rien n'a changé depuis le Moyen-Âge. Les femmes s'occupent des champs et des bêtes, pendant que leurs compagnons rêvassent. Sula a 41 ans. Comme chaque jour, il rejoint ses copains pour leur pique-nique quotidien. Et il parle sans complexe des mœurs libérées de son ethnie. Nous, on aime bien être dans la nature, regarder les troupeaux. Et en plus, si on se détend la journée, on dit qu'on est plus vaillant au lit pendant la nuit. Pour nous, c'est difficile à comprendre. Mais Sula n'a pas l'air frustré de ne pas participer à l'éducation de ses enfants. Les hommes Mosuo ne se sentent pas rabaissés. On nous demande souvent pourquoi on ne se rebelle pas. Mais nous, on trouve notre système très bien. L'avantage, c'est qu'on n'a pas de responsabilité, on n'a pas besoin de s'occuper des enfants. En plus, les femmes de la maison nous soignent vraiment bien. Sula vit dans l'une des plus anciennes maisons clans de Lijiazue. Comme lui, les Mosuo habitent toute leur vie avec leur mère. Les murs sont couverts de croix gammées peintes. Ces svastikas sont pour les Mosuo des symboles religieux millénaires. Il y a aussi des colliers de mâchoires de cochon et des crânes de bélier. C'est spécial, mais ici on dit que ça porte bonheur. Voilà, ici c'est la chambre de mon frère. Là c'est ma chambre. Là c'est la chambre de mon oncle. Celle-là, c'est celle de mon petit frère. Et là, c'est celle de ma grande sœur. Voici la photo de cette grande famille au complet. Sula ne connaît pas son père. Il n'a jamais vécu non plus sous le même toit que ses enfants. Il pense qu'il en a 3 au total, mais il n'en est pas sûr. Voici les hommes qui comptent pour moi. À droite, mon neveu. Mon oncle. Là, c'est mon grand-oncle. Et là, mon frère. Sous Mao Tse-tung, pendant la révolution culturelle, les dignitaires du Parti communiste chinois ont essayé d'imposer aux Mosuo le mariage et la monogamie. En vain.
Chez les Mosuo, seules les filles héritent des biens. Les hommes ne possèdent rien, ni argent, ni maison, ni bêtes. Dans la maison de Sula, 4 sœurs se partagent la direction de la famille, surnommée la mère serpent, la mère buffle, la mère puma et la mère tigresse. Moi, je m'occupe de faire le thé. Je choisis les offrandes qu'on offre aux dieux et je fais paître les chevaux. Et j'ai eu 6 enfants, tous de pères différents. Moi, je m'occupe de l'étable et je n'ai jamais eu d'enfant. Moi, je m'occupe d'entretenir le feu et de gérer les économies. J'ai 2 enfants. Et moi, je décide de la répartition des récoltes. Je fais la cuisine et j'ai aussi eu 2 enfants. Les femmes âgées restent coquettes, mais abandonnent dès 50 ans les couleurs vives pour des costumes gris, noirs et marines. Au crépuscule, les rues du village s'animent. Les hommes et les femmes s'épient, discrètement, pour voir qui va dormir avec qui. Les couples Mosuo peuvent durer toute la vie ou juste quelques nuits. Plus l'homme vient de loin, plus le prestige de la femme est grand. Sula a beau avoir 41 ans, il dîne tous les soirs avec sa mère, dans la chambre de lama, à la lueur des flammes, car le village n'a pas l'électricité. Aujourd'hui, on a rentré de nouvelles récoltes de sorgho, tu sais. J'aime partager ces moments avec ma mère. C'est paisible. Ça m'est égal de ne pas manger avec une épouse ou avec mes enfants. Ça ne veut pas dire que je n'y pense jamais. Beaucoup d'hommes Mosuo vont rendre visite à leurs enfants, mais on a l'esprit tranquille car on n'est pas obligé d'assurer leur subsistance. Même si on n'a pas beaucoup de moyens, les mères et les grands-mères s'en occupent. Et ils ne meurent pas de faim. En fait, moi, je suis plus attaché à mes neveux, car ils ont grandi sous le même toit que moi. Alors évidemment, le sentiment est plus fort. À la nuit tombée, Sula nous permet de suivre son étrange rituel. Équipé de sa lampe de poche, il quitte le domicile maternel pour rejoindre l'alcôve de sa belle. Chez les Mosuo, on dit qu'on va rejoindre la femme dans sa chambre fleurie. C'est ça le mariage furtif ou le mariage ambulant. On n'est que de passage dans la chambre. Donc l'infidélité chez nous, ça n'existe pas. Et on peut dire aussi que la jalousie, ça n'existe pas non plus. L'épopée dure 20 minutes rocambolesques sous la franchie des barrières de bois. Ils traversent les champs. Il ne faut pas réveiller les chiens et rester discret, car les femmes ne révèlent pas au reste de leur famille, en particulier à leurs frères, le nom de ceux qui partagent l'intimité de leur nuit. À l'aube, le ballet s'inverse. Les femmes renvoient les hommes encore ensommeillés qui rentrent dans la maison clan de leur mère. Du fait de leurs mœurs atypiques, les Mosuo ne sont pas soumis au contrôle des naissances, ni à la loi sur l'enfant unique comme les autres Chinois. Et ici, contrairement au reste du pays, on préfère les bébés filles. Sarami est la femme que Sula a rejointe à l'issue de son expédition nocturne. Elle est pudique et un peu intimidée par nos questions. Il est gentil, Sula. J'aime bien le mariage furtif avec lui. Sarami dit avoir eu 3 enfants de Sula. Mais pendant la journée, comme les autres femmes Mosuo, elle ne croise jamais son compagnon de chambrée. Dans une Chine où tout s'accélère, dans ce pays qui change et se modernise très vite, même les jeunes générations restent fières et respectueuses des traditions.
Pingguo a 22 ans. Sa cousine plus âgée vit au village. Mais elle est étudiante en communication dans une grande ville chinoise. Lorsqu'elle revient pour les vacances, elle aime remettre le costume qui a symbolisé son passage à l'âge adulte. Tu te souviens comme j'étais émue ce jour-là? Je me sentais belle, comme une princesse. Ça, c'est le vêtement en chanvre qu'on porte pour la cérémonie de la majorité, à l'âge de 13 ans. À partir de cet âge, les filles ont le droit de porter une jupe et de participer au conseil de famille. Et voilà ta coiffe. Pendant la cérémonie, l'adolescente reçoit surtout, symboliquement, la clé de sa chambre fleurie, lui permettant d'accueillir ses amants. Les couleurs dominantes du costume, c'est le rouge et le rose, car ça symbolise la floraison. Ça veut dire que la petite fille a fleuri jusqu'à l'âge adulte. Pingguo n'est pas l'aînée, mais elle deviendra peut-être ama de la famille. Car au mur, nous remarquons une photo de mariage incongru. La grande sœur de Pingguo a épousé un Chinois non Mosuo et elle a quitté son ethnie. Ma génération est tiraillée entre deux sensations contradictoires. Ici, on est heureux, on partage les repas tous ensemble, c'est une vie simple et sereine. Mais elle peut paraître démodée. En ville où j'étudie, il y a beaucoup de stress et de concurrence. Les gens sont plus hypocrites, moins vrais, moins sincères. Mais en même temps, là-bas, tout est nouveau et excitant. Le ciment de la communauté, ce sont les grandes fêtes traditionnelles. Ce jour-là, les Mosuo sont particulièrement nombreux au bord du lac. Binma est le cousin de Pingguo. C'est la fête des bateaux dragons, mais c'est surtout l'occasion de nous montrer devant les filles. Pour inaugurer la cérémonie, les chamans brûlent des aiguilles de pin et récitent des mantras. Le dialecte Mosuo est matérialisé par des symboles. Comme Pingguo, ce jour-là, toutes les filles arborent leur costume de la cérémonie des 13 ans. La religion des Mosuo est un mélange de chamanisme et de bouddhisme tibétain. Pour les plus jeunes, la ronde Mosuo est l'instant propice pour draguer. Binma et ses amis jouent au sex symbole, en lunettes de soleil branchées et survêtements, sous le costume traditionnel. On appelle cette danse de séduction la danse du feu, et ce sont les hommes qui font le premier pas. Pour montrer qu'on se plaît, il y a un code Mosuo. Il faut gratter 3 fois la paume de la main de la fille. Et la fille comprend aussitôt? Oui, si en réponse la fille gratte 3 fois elle aussi, c'est qu'elle est d'accord pour une nuit avec toi. Autrefois, pour signaler sa chambre à l'homme qui lui avait gratté la paume, la fille Mosuo suspendait un chapeau à sa fenêtre. Maintenant, on a des téléphones portables. Donc avant de faire le mariage ambulant, on s'appelle. On s'envoie un SMS. Pour savoir l'adresse. En attendant, pour briller aux yeux des filles, les garçons s'affrontent par équipe de 10 dans des courses de bateaux, à bord de leur barque en forme d'auge à cochon. Binma est motivé. On y va, les gars! Allez, les gars! Les gagnants seront proclamés hommes tigres de l'année. Alors, le résultat? Je suis fatigué, mais content. On a fini dernier, mais l'esprit d'équipe était très bon. Et côté drague, rien de concret? Juste des regards prometteurs. Prometteurs? Ouais. Binma souscrit encore de bonne grâce aux coutumes ancestrales. Mais pour combien de temps encore? Les Mosuo s'ouvrent au monde. Les touristes, chinois pour l'instant, commencent à affluer autour du lac Lugu. Même si la région reste difficile d'accès, elle a reçu 500 000 visiteurs l'an dernier.
À l'origine de ce développement touristique, il y a une femme. Elle vit à Lijiang, la grande ville la plus proche, à une journée de voyage du lac Lugu. Voici la Mosuo qui a fait connaître son peuple au public. Elle en a même fait son fonds de commerce. Younger Namu est actrice, écrivain, chanteuse. En Chine, elle est aussi connue que Céline Dion au Canada. Bienvenue dans le monde de Namu. La star joue sur le côté sulfureux des femmes Mosuo, avec partout des portraits d'elle dans des poses suggestives. Regardez cette robe avec ma photo. Je l'ai faite faire pour mon anniversaire. Ma cousine m'a dit, il y a trop de contraste entre cette photo de toi plus jeune et le visage que tu as maintenant, tu ne devrais pas la porter. C'est un peu impoli de sa part, hein? Sa carrière, Namu la doit à des ethnologues venus enregistrer les chants Mosuo au lac Lugu en 1983. Ils ont craqué sur la voix de la jeune fille, à l'époque gardienne de yak dans la montagne. On dirait que cette photo a 200 ans. Aujourd'hui, même en ville, Namu vit toujours comme une matriarche Mosuo. Elle se fait servir par les hommes. Je suis obligée de crier. Du café pour qu'il me l'amène. Les hommes Mosuo sont beaucoup plus lents que les femmes. Nous, on percute. Eux, il faut les secouer, leur hurler dessus. Namu avoue avoir eu beaucoup d'hommes de passage dans sa chambre fleurie. Elle y avait même invité le président de la République Nicolas Sarkozy, alors qu'il était en voyage officiel en Chine. Ce que je veux surtout dire au président de la France, c'est choisis-moi. Je serai la femme parfaite pour toi. Et je vais t'aimer à ma façon, mon amour. Ah oui, je voulais tellement Sarkozy dans mon lit. Le président a décliné l'invitation, mais grâce à cette anecdote, la notoriété de Namu a dépassé les frontières. Je vais vous montrer la fois où j'ai participé à l'émission de Thierry Ardisson. Thierry. Là encore, Namu a fait sensation sur le plateau. L'animateur voulait qu'elle fredonne quelques notes, mais elle lui a imposé une chanson entière. Certains reprochent à Namu d'avoir placé son peuple sous le feu des projecteurs, au risque de faire disparaître ses traditions, là où Mao et son petit livre rouge avaient échoué. Maintenant, grâce à moi, les Mosuo sont connus et ils ont des routes. Bientôt, ils auront un aéroport, ils ont de l'argent. Lorsque moi j'ai quitté le village, je n'avais en tout et pour tout que 7 œufs de poule en poche. Depuis que Namu a popularisé son ethnie à la télévision, de plus en plus de Mosuo transforment leurs bâtisses de bois en auberges rurales ou en magasins de souvenirs pour accueillir les touristes. Binma, le jeune Mosuo qui draguait lors de la course des bateaux dragons, est justement en train de fabriquer des meubles pour les installer dans l'hôtel qu'il vient tout juste d'ouvrir avec son frère aîné. Les hommes Mosuo se mettent donc à travailler et ça ici c'est une révolution. C'est fou ce que le village change. Sans même remonter à notre enfance, ne serait-ce qu'il y a 3 ou 4 ans, il n'y avait aucune route goudronnée ici. Désormais, c'est dans la pièce sacrée de la grand-mère, autour du feu, que les 2 frères servent les repas à leurs hôtes. Ça, c'est notre vin traditionnel Mosuo. C'est fait maison. Allez, je trinque avec vous. Merci, à votre santé. Paradoxe, dans la région où le mariage n'existe pas, beaucoup de touristes viennent pour leur lune de miel, comme ce couple de jeunes Chinois.
Pour nous, leur liberté sexuelle est très moderne, mais pour eux, la modernité, c'est justement de se marier. Et d'ailleurs, on nous a dit que de plus en plus de Mosuo se mariaient, parce que c'est plus commode d'être un couple fixe, pour gérer l'argent du tourisme et le travail que ça leur donne. C'est dommage. J'ai même rencontré un homme Mosuo qui m'a dit qu'il voulait garder son enfant avec lui et l'éduquer. Désormais, la place de choix, au centre, est réservée aux touristes. Lama doit manger dans un coin. Elle n'est plus tout à fait la chef de la maison. Il y a des avantages et des inconvénients au tourisme. Bien sûr, on risque de perdre nos traditions et ça menace l'environnement. Mais d'un autre côté, ça permet au village de se développer et de gagner plus d'argent, d'envoyer les enfants à l'école, de rénover les maisons. Au final, on s'y retrouve. Et désormais, le soir, c'est aussi pour les touristes que leur cousine Pinko se fait belle. Chaque maison clan envoie un membre de sa famille pour une démonstration de la danse du feu. Prix de l'entrée, 3 €. Au début, le mariage ambulant, je trouvais ça bizarre. Mais finalement, je me dis que c'est pas mal. L'amour est moins contraint et plus sincère. C'est très bien en fait. Moi, je suis venu ici avec ma fiancée pour lui demander sa main. Pourquoi ici? Parce que c'est le paradis des hommes. Certains craignent que le lac Lougou devienne une réserve folklorique ou que les fantasmes sur la sexualité libre de l'ethnie n'amènent ici le sida et la prostitution. En dehors des Mosuo et de quelques tribus en Papouasie, Mexique ou Indonésie, les sociétés matriarcales ont presque toutes disparu de la surface du globe. Nichés au cœur des rizières de Chine du Sud, se cachent des édifices envoûtants. Des forteresses en forme de soucoupes volantes. Les toulots, littéralement, les bâtisses en terre. Au Moyen-Âge, ces châteaux forts à la chinoise ont été construits pour résister aux bandits qui sévissaient dans ces montagnes reculées. Pendant 700 ans, des familles entières ont vécu ici en communauté. Aujourd'hui, ils ne sont plus que quelques irréductibles à s'accrocher à un mode de vie ancestral. Avec sa femme, Su Hongzhui, 72 ans, est l'un des derniers à perpétuer cet art de vivre. Cet agriculteur habite ici depuis sa naissance. Mais il ne se lasse pas des réveils bucoliques dans son grand palais ovale. Ici, il fait chaud l'hiver et frais l'été. C'est très agréable. J'aime beaucoup vivre ici. Quand Su Hongzhui était petit, ils étaient 200 à vivre ici. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 6. Toutes les tâches du quotidien, Su Hongzhui les partage toujours avec son frère aîné de 81 ans, sa nièce et son gendre. Il faudra ensuite que tu mettes l'ampoule au-dessus de la porte. Très bien. La famille Su appartient à la minorité Hakka, une ethnie du sud de la Chine pour laquelle le clan est une valeur capitale. À l'intérieur du Toulo, seuls ses membres sont acceptés. Ça, c'est ma chambre. Je ne pourrais pas me faire à la vie en ville. Les gens vivent dans des espaces clos. Moi, je suis habitué à vivre dans cet espace ouvert, où l'on peut tous discuter. Toutes les pièces sont agencées selon un ordre précis. Chaque famille possède une portion, comme le quartier d'une orange. On met toujours les cuisines au rez-de-chaussée.
Au premier étage, on stocke le grain. Et le deuxième et troisième étage sont réservés aux chambres. Dans tous les toulots, il y a aussi 2 puits. Les ancêtres avaient pensé à tout. Si on était assiégé, on avait des céréales et surtout de l'eau. Cela permettait de tenir 1 ou 2 mois de siège sans problème. C'est l'arrière-arrière-grand-père de Monsieur Sou, un riche négociant de tabac, qui a fait construire ce fort en 1842. Cela lui a pris 12 ans et il n'a pas choisi son emplacement au hasard. Ce toulot est adossé à une montagne, un signe de protection dans la culture chinoise. Et la symbolique ne s'arrête pas là. Vu du ciel, le toulot est une représentation de l'univers. En Chine, l'architecture traditionnelle se doit d'être en harmonie avec la nature et le cosmos. Des toulots, la région en compte près de 30 000. Il en existe de toutes les formes. Des ronds, mais surtout des carrés. Pendant la guerre froide, les services secrets américains qui espionnaient la Chine par satellite ont longtemps pensé que ces inoffensives bâtisses en terre étaient des silos à missiles nucléaires. Les seuls moments où les toulots s'animent à nouveau sont pour les fêtes. Ce jour-là, dans le toulot carré de la famille Jiang, il y a un mariage. Les 300 membres du clan s'apprêtent à festoyer. On fait des boulettes de riz rondes parce que cela représente l'unité. Elles sont gluantes pour que les amoureux restent collés. On mange ça à chaque événement important. Jian Wu est la personne la plus respectée, car c'est le doyen de ce toulot carré. Lors des événements importants, c'est lui qui rédige les calligraphies traditionnelles, suspendues de part et d'autre des portes. Ce sont des messages porte-bonheur. Là, le grand-père a écrit que le vent et les pluies soient favorables au couple. C'est le 200e mariage du clan. Le grand-père, 90 ans, s'est lui aussi marié ici. C'était en 1949. Je m'en souviens très bien. Ma femme était arrivée en palanquin, en chaise à porteur, comme le voulait la tradition. Il y en avait tout un cortège. Avant la cérémonie, nous avons rendu hommage aux ancêtres. Il y avait 50 tables à notre banquet. Dans les mariages Hakka, il n'y a pas de cérémonie civile ou religieuse. Seulement un grand repas. À la vôtre. La mariée, Tiong Diao, 22 ans, est ici en rouge, la couleur traditionnelle du mariage en Chine. Les Hakka se marient entre eux, mais pas avec des gens du même toulot. Derniers instants en famille, car de plus en plus de jeunes optent pour la vie en ville. D'autant que le revenu moyen d'un paysan Hakka n'est que de 500 € par an. J'ai oublié mon verre. Tiong Diao va quitter le village pour être vendeuse dans un supermarché à Xiamen, une petite ville pour la Chine, seulement 3,5 millions d'habitants. Notre génération part à la ville quand elle se marie. On ne reste plus ici. On ne sait pas si on reviendra élever notre enfant ici. La ville, c'est une vraie ouverture d'esprit pour lui. Mais en même temps, les valeurs traditionnelles qui vont avec un habitat comme le toulot sont très bénéfiques pour un enfant. Le lendemain du mariage, le toulot carré est déserté. Mais il reste la propriété de tout le clan. Une copropriété de 100 personnes, dont Chu Yang, le père de la mariée, fait partie.
Là, c'est la chambre où je dormais quand j'étais petit. Mais j'ai même plus la clé, donc je ne peux plus l'ouvrir. Pourquoi vous ne vivez plus là? Parce que c'est pas pratique ici. Pourquoi? C'est trop rudimentaire. Chu Yang s'est installé dans ce bâtiment moderne qu'il a fait construire juste à la porte du Toulot carré. Je t'ai cherché. Tu étais où? Ce soir, c'est la première fois que la petite Chong-Lu, 12 ans, rentre de l'école et que sa grande sœur, la mariée, n'est plus là. Allez, ne pleure plus. Tu as des devoirs à faire. Il faut les faire maintenant. Dans le Toulot, la seule pièce qu'ils utilisent encore, c'est la cuisine. Mais ce soir, elle paraît bien vide. Je pense que d'ici 20 ou 30 ans, plus personne ne vivra dans les Toulots. Déjà que je n'aime plus y vivre, mais quand elle sera grande, elle ne voudra plus habiter ici. Moi, je quitterai jamais mon Toulot. Combien seront-ils encore dans 30 ans à prier Guanyin, la déesse bouddhiste des Toulots? Certains bâtiments ont déjà été complètement abandonnés. Lorsqu'ils ne sont plus entretenus, ces édifices en terre crue se dégradent facilement. Pourtant, un nouveau phénomène pourrait peu à peu repeupler tous ces Toulots, l'apparition du tourisme. En 2008, pour éviter leur destruction, l'UNESCO en a classé une 50aine au patrimoine mondial de l'humanité. Le gouvernement chinois impose désormais aux habitants de ces Toulots classés d'ouvrir les portes de chez eux aux visiteurs. C'est le cas du Toulot rond de Su Hongzhui. Lui qui a toujours vécu à huis clos avec son frère, a du mal à supporter cette nouvelle contrainte. Les touristes font du bruit, ils jettent des déchets. Et parfois, alors que des personnes dorment à l'étage, ils montent voir les chambres. Certaines personnes âgées ne les aiment pas. On est un peu victime de notre classement au patrimoine mondial. Mais il y a une contrepartie. Le gouvernement verse à la famille du Toulot une rente de 4 000 € par an pour les inciter à le rénover. Et l'arrivée de ces touristes, le fils de Monsieur Su, lui, voit ça comme une aubaine. C'est qui, là? Elle, c'est ta grand-mère. Toi, t'es là. Regarde, tu n'avais même pas de chaussures à l'époque. Il y a encore 6 mois, Su Hongdun, 42 ans, était vendeur de fruits sur les marchés. Aujourd'hui, il s'est reconverti en guide touristique. Ce pont a plus de 630 ans. C'était un lieu de rendez-vous galant pour les Hakka. Ici, on l'appelle donc le pont de l'amour. Ce jour-là, il fait découvrir les Toulots de son enfance à un groupe de touristes français. Lorsque les bandits attaquaient, ils mettaient le feu aux maisons. Au-dessus de la porte, il y avait donc des bassins remplis d'eau, que vous ne pouvez pas voir, et qui se déversaient en cas d'attaque. Ces Français sont expatriés depuis 2 ans à Hong Kong, où ils travaillent dans la restauration et la finance. Ils connaissent bien la Chine, mais ils sont subjugués par la visite. On entend tellement parler que la Chine, c'est des villes comme Pékin, assez polluées, des choses comme ça. Quand on arrive ici, c'est vraiment incroyable. Hein. L'arrivée des touristes a changé la vie de Su Hongdun. Ça, c'est notre thé local. En plus des visites, il a monté un petit commerce de produits artisanaux et de restauration. Quand j'étais vendeur de fruits, je gagnais entre 250 et 400 € par mois. Avec le tourisme, je peux gagner plus de 1 300 € par mois. Au-dessus de son commerce, il a même construit un petit hôtel d'une dizaine de chambres à 15 € la nuit, avec vue sur les forteresses de la vallée. Ici, comme autrefois au Toulot, on travaille en famille. On est tous du même clan.
Nous deux, nous sommes cousines par notre mère, alors qu'avec lui, on est cousins du côté de notre père. Tiens, prends ça. Ses cousines gèrent désormais son hôtel-restaurant, mais aussi son ancien business de fruits secs. L'argumentaire pour les vendre aux touristes est bien rodé. Là, vous avez des jujubes. C'est bon pour la peau. On dit que ça rend les femmes plus belles. Mais le tourisme a aussi ses dérives. Pour exploiter cette carte postale d'une Chine en voie de disparition, le gouvernement a déjà construit des hôtels en forme de maisons rondes. Et aussi des parcs d'attractions, sans réel rapport avec les toulots. En 10 ans, le plus célèbre d'entre eux est devenu une usine à touristes. On le surnomme le Toulo-Roi, car il abritait autrefois jusqu'à 600 habitants. Des Chinois des grandes villes viennent ici redécouvrir leur patrimoine. Nous allons rentrer par le côté sud du Toulot. Le billet d'entrée coûte 8 €. Les travées résonnent désormais du son des haut-parleurs et tout se monnaie. Nous, on vient de faire cette photo avec le Toulot en arrière-plan, avec l'appareil photo qui est fixé là-haut. Ça fait un super souvenir pour 2 €. Les habitations ont même été transformées en échoppes. Les 200 Hakka qui habitent toujours ici doivent désormais apprendre à vivre en communauté, mais plus seulement avec leur clan. Ces nouveaux envahisseurs ont quand même une vertu. Le tourisme donne envie aux plus jeunes de revenir habiter dans le Toulot. Le fils de Su Hongjun a 13 ans. Avec ses cousins, ils étudient à la grande ville voisine. On est enfin rentrés. Ils ne reviennent pour l'instant que pour les vacances. Cette ambiance très animée me rappelle quand j'étais petit. Moi, je préfère la vie ici. Parce qu'à la ville, on se sent seul. Le petit Su Xiaohang se verrait bien revenir pour toujours. Je voudrais être guide des Toulots. Comme ça, je pourrais vivre ici. Si son grand-père n'aime pas beaucoup l'indiscrétion et l'impolitesse des touristes, pour ça, au moins, il leur est reconnaissant. Je suis heureux que les jeunes soient de retour. C'est important qu'ils reviennent s'occuper de nos Toulots. C'est un héritage de nos ancêtres. Nos racines sont et resteront ici. Ce gardien du temple espère cependant que ses descendants, son fils et son petit-fils, n'accueilleront que des petits groupes de visiteurs. Et que son Toulot ne connaîtra pas le même sort que celui de ses voisins.